Coucou tout le monde, nous voici pour cette nouvelle vidéo et nous voici pour le premier update lecture des premiers jours du mois de décembre. Alors je tourne cette vidéo, nous sommes le 11, je la tourne un petit peu en avance de la quinzaine parce que ce week-end nous allons fêter nos anniversaires donc je pourrais pas tourner. Et puis après la prochaine fois que je pourrai tourner ça sera le 20 donc ça n'aura aucun sens. Donc je la tourne maintenant et nous sommes le 11 décembre et j'ai lu 10 livres. Alors 10 livres qui sont quasi tous de ma pile à lire, sauf 2 qui ont été des emprunts. Donc pour faire dans l'ordre, j'ai lu Je m'appelle Rebelle chez les éditions Saxo de Ross Montgomery. C'était une histoire du coup que je voulais découvrir, je voulais relire un petit peu de la jeunesse parce que du coup novembre j'ai fini le mois sur beaucoup de choses plus ados et adultes. Et du coup je voulais me relancer dans de la jeunesse. Et je suis tombée sur celui-ci, il m'avait fait un peu de l'œil à sa sortie mais j'avais pas sauté le pas. Là je l'ai fait et du coup j'avoue que cette histoire m'a quand même très fortement touchée. Cette histoire de chien qui va essayer de sauver l'humain, donc c'est pas son maître, c'est son ami, un petit jeune garçon de 12 ans qui va rentrer dans la rébellion contre le roi monarque qui abuse de son peuple. Et en fait, il va y avoir les résistants qui vont porter ce bandana rouge. Et le petit garçon, quand il va décider de fuir et de rejoindre la rébellion, va accrocher ce bandana à son chien. Et du coup, on va suivre les aventures de ce chien qui s'appelle Rebelle, qui va tout faire, quitte à se mettre en péril à de nombreuses reprises pour retrouver son humain et essayer de lui dire de revenir, de ne pas se mettre en danger, etc. Donc on est sur un roman à la première personne, on est dans le point de vue du chien. Ma foi, qui s'est révélé au début un petit peu loufoque, et puis au fur et à mesure de ses aventures, il prend vraiment en maturité et il nous sort de ces phrases philosophiques incroyablement justes et très touchantes. J'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, j'ai été autant touchée par Rebelle que par Buck dans l'appel de la forêt. C'était vraiment une aventure aussi où il est vraiment dans des terres inconnues, il va devoir se lier avec d'autres animaux, il va se faire avoir, il va se faire poursuivre, il va être en danger, il va être sauvé, il va être un petit peu mis face à des choix. Enfin bon voilà, il y a énormément de choses qui se passent dans ce livre et c'était vraiment superbement fait, très entraînant, très bien écrit. Vraiment voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à autant aimer parce que j'avais peur que ce soit un petit peu trop le style de chien un petit peu abruti, on va dire, le chien parce que au début des histoires, c'est vraiment le chien qui obéit à chaque fois que son maître il lui dit quelque chose, etc. Et puis au final, au début, c'est un peu ça. Et puis par la force des choses, il va apprendre que la vie, c'est pas juste obéir à son maître. Il va y avoir tout un côté de liberté il va apprendre à ce que c'est la vraie liberté, il va apprendre à ce que c'est l'instinct, ce que c'est d'être un chien, etc. Enfin, c'est vraiment, il y a énormément plein de choses et je vous le conseille fortement si vous voulez c'est une fantaisie en soi, parce que c'est dans un monde inventé, hein, une fantaisie animalière qui sort un petit peu des sentiers battus. Ensuite, j'ai continué dans ma frénésie de polar scandinave et j'ai continué Ragnar Jonasson avec Un Calme Blanc, qui est le deuxième tome de sa trilogie blanche. Le premier tome étant La Mort en Blanc. C'est une trilogie que j'aime tout particulièrement de Ragnar Jonasson parce que j'aime vraiment beaucoup notre enquêteur qui est Helgi, mais surtout j'aime beaucoup parce que dans cette trilogie, on est apparemment toujours sur une double temporalité avec des supports différents. Là par exemple, on va être à la fois en 2012, à la fois en 2005, je crois, ou je sais plus. 2005, oui c'est ça, 2005. Et notre enquête va surtout être entrecroisée d'une interview. Il va enquêter sur la disparition d'une célèbre romancière de policiers. Et donc je trouvais ça comme mise en abîme super, un petit peu à la Agatha Christie quoi.
Et c'était vraiment surprenant comme d'habitude, je l'ai dévoré, c'était vraiment vraiment génial. J'ai hâte du coup d'avoir la dernière partie de cette trilogie. Parce que j'aime vraiment beaucoup. J'ai fini aussi La Dernière Tempête. La Dernière Tempête, c'est le dernier tome de la trilogie de la Dame de Reykjavik. Je vous fais la parenthèse entre les deux parce que c'est vraiment deux trilogies qui se démarquent, je trouve, de toute son œuvre. Parce que là, je suis en train de continuer Dark Island avec Snor, Nat, Sot, Mork, Vic et Silog, je crois, ou Solig, un truc comme ça. Donc en fait, vraiment, de tout ce que j'ai lu, ces deux trilogies se démarquent absolument. D'autant celle-là, parce qu'elle est vraiment surprenante dans son déroulé. Dans les traits standards, une suite de séries vaudrait que ça aille dans le sens de présent à futur, dans le développement. Et là, ça va être une chronologie, du coup, régressive, c'est-à-dire que ce dernier tome qui serait censé être, du coup, dans la logique, la fin de carrière de notre inspectrice, est en fait le début. La fin de carrière, son départ à la retraite est le premier tome. Donc le deuxième tome se passe 15 ans avant et le troisième tome se déroule 25 ans avant le premier tome. Donc on est vraiment aux prémices de sa carrière, de sa vie de famille. Et j'ai trouvé ça super intéressant de faire ça dans cet ordre-là parce que du coup, on apprend vraiment à la connaître. On va débunker un peu tous ses traumas, toutes les choses qu'on ne comprenait pas forcément dans les autres séries ou dès le premier tome de La Dame de Reykjavik. Parce que Ulga apparaît dans la trilogie du coup de la trilogie blanche. Les deux sont étroitement liés parce que dans celui-là, il va commencer à se poser des questions de qu'est-ce qui est devenu Ulga après sa retraite. Donc voilà, c'est vraiment vraiment une très très bonne trilogie, je la garde très précieusement parce que ça marque mes débuts dans les policiers scandinaves. Dans mes vrais débuts, je veux dire, parce que le tout premier que j'ai lu, c'est L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Mais j'attends de voir, parce que j'ai Les Morceaux du silence sur ma table de nuit, j'attends de voir ce que lui ça donne, pour me faire une plus ample idée de si j'aime ou pas réellement ce que fait Johanna Gustafsson. Mais là, vraiment, Ragnarök Donaldson, je n'ai plus vraiment aucun doute, même s'il y en a un que j'ai pas tellement aimé. En effet, après La Dernière Tempête et Un Calme Blanc, ces deux livres-là qui m'ont complètement subjuguée, j'ai lu Reykjavik. Reykjavik est un roman qu'il a écrit avec, je sais plus le nom de la deuxième personne qui est en fait la première ministre islandaise. C'est une déception, hein, voilà. J'ai pas accroché à cette histoire. Alors que vraiment juste après, j'ai relu un autre livre de lui et ça avait totalement fait. Je pense que c'est la deuxième main qui n'a pas fonctionné avec moi. C'était beaucoup trop tiré sur la politique, beaucoup trop parfois pompeux. Ça partait un peu trop dans le descriptif, déjà qu'il est déjà beaucoup dans le descriptif. Alors là, en plus, on a peut-être voulu en rajouter un peu plus, ça ne l'a pas vraiment fait. Et en plus de ça, il y a en plein milieu du roman, on a un énorme plot twist qui ne sert à rien, à part recommencer depuis le début. C'est-à-dire qu'on a un enquêteur, il se passe un truc avec cet enquêteur, on va rencontrer un autre enquêteur, et cet enquêteur va reprendre de zéro ce qu'a fait le premier enquêteur. Donc en fait, c'est hyper répétitif et du coup, ça ne sert strictement à rien parce que ça n'apporte rien de nouveau. Et la résolution va être en fait dans l'un des premiers soupçons qu'avait eu l'enquêteur et puis et qui a été mis vite fait de côté pour vous verrez quelle raison. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment pas chouette comme plot twist. C'était vraiment très très mal tourné et d'autant plus j'étais pas habituée parce que d'habitude Ragnar Jonasson il fait pas du tout ça dans ses romans. Et, enfin, il le fait mais à la fin, donc après tout s'accélère. Mais là du coup, ça se fait, on repart sur quelque chose de très lent parce que du coup, il faut tout recommencer et on a de l'accélération que dans les 100 dernières pages quoi. Donc franchement voilà, vous voyez la différence entre les deux, c'était vraiment significatif. Alors que ces autres romans solo sont vraiment extra. J'en profite pour passer direct du coup à Nat, qui est le deuxième tome de Dark Island. Donc je crois que c'est l'une de ses premières séries avant La Dame de Reykjavik et La Mort en Blanc, ça c'est sûr, parce que c'est sorti il y a en 2024. Mais du coup, on a, donc c'est Snor, le premier tome, c'est celui-là. Et on a la Nat, celui que j'ai lu, et puis je vais continuer du coup de lire les autres tomes.
Donc Nat, c'est la suite hein, des enquêtes de Harry Thor. Harry Thor qui va prendre un poste dans une contrée très très lointaine de Reykjavik, ce qui va faire un petit peu des tensions avec son couple, parce que du coup la nana est restée à Reykjavik. Du coup ça va être tout un renouveau pour lui, il va apprendre à connaître cette nouvelle ville, ces nouvelles personnes, ces nouvelles façons de vivre. Et donc, voilà, on va faire ses premiers pas avec lui. Donc là, c'était un petit peu l'histoire du premier tome. Il va être mis sur des premières enquêtes. Et là, le deuxième tome, c'est toujours aussi une nouvelle enquête. Sauf que du coup, eh bien, sa vie personnelle va aussi évoluer. Donc on va avoir plusieurs arcs narratifs qui sont plutôt pas mal. On va avoir des arcs narratifs qui vont se rajouter par rapport à un officier de police et au commandant. Des arcs que j'ai beaucoup appréciés et que j'aimerais beaucoup approfondir. Donc ça c'est pareil, je pourrais vous en parler un peu plus quand je me serai encore un peu plus avancée dans la série, mais je pense que d'ici, je pense, hein, le dernier de lecture de décembre, normalement, je pourrais vous parler de la série entière parce que du coup, là, sur ma table de nuit, j'ai les 4 prochains tomes. Donc, et en général, vu que je les prends en grand caractère, en 2 heures, je les ai lus chacun. Donc ça peut se lire très très vite, donc je pense que j'aurai lu toute la série et je serai proche d'avoir lu tous les livres de Ragnar Jonasson. Et c'est pas une mauvaise chose en soi parce que j'adore cet auteur. Ensuite, après tout ça, j'avais grandement besoin d'une pause dans toutes ces histoires de policiers scandinaves parce que du coup, j'ai lu Je m'appelle Rebelle, après j'ai lu 4 livres de Ragnar Jonasson. Donc là, j'en avais un peu marre de policiers scandinaves, j'ai fait une pause et j'ai voulu me relancer dans la romantasy, donc j'ai lu Flower Heart de Catherine Backwell chez Big Bang. Je l'avais pris du coup en emprunt en bibliothèque. Hein. Et ma foi, je l'ai adoré et je pense que depuis ce bouquin, en fait, j'ai un peu de mal à lire d'autres bouquins. J'ai adoré cette histoire, je l'ai trouvée super prenante. Je l'ai trouvée magnifiquement belle. C'est une romantasy écrite à la première personne, c'était un one-shot. Et malgré le côté un petit peu poétique, parce que ça va beaucoup tourner autour des fleurs, je l'ai trouvé vraiment très sombre. Et j'aurais voulu un peu plus, parce que du coup, il y a un arc narratif avec la mère et le côté rebelle que j'aurais voulu explorer un peu plus. J'aurais voulu avoir une suite, ou alors un roman à la limite un peu plus long, qui serait un épilogue un peu plus loin dans le temps. Parce que j'ai trouvé la fin trop facile et un peu bâclée. Mais malgré ça, malgré cette fin qui m'a un peu déçue, tout le livre en vrai, hein, parce que bon, à la fin du livre c'est 40 pages quoi, mais franchement les 300 pages étaient vraiment exceptionnelles, je les ai dévorées, j'arrivais pas à décrocher. Et pour la petite histoire, du coup, on est sur une jeune fille, Clara, qui a toujours été incontrôlable avec ses pouvoirs, donc elle ne peut pas prétendre à être magicienne et du coup ouvrir sa propre entreprise de soins aux personnes parce que du coup elle peut soigner les gens en faisant des concoctions d'herbes, etc. Son ami, lui, a été promu, il a été même élu au conseil des magiciens. Et puis un jour, elle va se retrouver chez elle, le conseil va aller chez elle et lui dire écoutez, c'est votre dernière chance, soit on vous brise votre magie, soit on vous l'enlève parce que vous êtes incontrôlable, vous n'en verrez rien, etc. etc. Son ami qui est au conseil va essayer d'aller vers elle et de l'aider. Sauf que dans son désespoir, la jeune fille va malencontreusement rendre malade son père. Et le seul moyen de guérir son père, c'est que elle arrive à contrôler sa magie et puisse le guérir. Il n'y a que elle qui peut le guérir. Et la seule manière dont elle puisse le guérir, c'est d'arriver à contrôler sa magie. Donc, son ami va lui dire écoute, je vais essayer de t'apprendre à gérer ta magie, etc. etc. C'est un peu ça le plot twist, hein, enfin le plot du roman qui est dans le résumé. Mais ça va tourner en petite romance, ça va tourner en sombre secret, ça va tourner en histoire de famille, d'héritage secret, de plein de petites choses. Et tout ça en 340 pages, c'était vraiment très très fort. J'ai adoré, on est dans une ambiance très florale où chacune des émotions correspond à une fleur. Donc si elle est triste parfois, elle va faire plutôt pousser ce genre de fleurs. Etc, etc. Il y a vraiment plein de choses. Il y a de la déambulation, il y a une ambiance où ils vont quand ils vont sur le marché pour vendre leur sachet d'herbe, etc. Voilà, c'est vraiment très très prenant. Et je suis vraiment très agréablement surprise d'avoir aimé ce roman parce que je ne pensais pas. Mais du coup, voilà, c'est une très bonne surprise. Je peux que vous le conseiller si vous aimez les romantaisies légères et faciles.
lu College Dreadwood 2, il m'a beaucoup plus plu que le premier tome. J'ai beaucoup aimé ces histoires de jeux de téléphone qui rendent les enfants complètement fous. On a le retour des grands méchants, on a le retour de notre bande au collège. Donc le premier tome c'était le Collège Dreadwood tome 1 avec des araignées un peu de partout. Ils se retrouvent en col un samedi matin tous ensemble, ils se connaissent ni Dave ni Nadan. Et ils vont devoir faire alliance contre des araignées mutantes qui ont été manipulées par les deux gardiens de l'école. Et donc là, on est dans la suite, voilà, ils se remettent de ces événements, jusqu'à un moment où il y a Fear, un jeu de téléphone qui apparaît, et en fait, à chaque fois qu'une partie se lance, vous n'avez pas le choix que de participer, et au plus vous faites peur à des gens sans les toucher, au plus vous gagnez de points. Donc voilà, c'est un petit jeu horrifique comme ça, sauf qu'après ça va prendre des mesures beaucoup plus importantes. On va avoir le retour des méchants, on va avoir des nouvelles amitiés qui vont se lier, et j'en avais fait une petite story sur Instagram. On a un ado dedans qui est vraiment à mourir de rire, qui s'appelle Gustave. C'est vraiment la boule d'énergie, la boule de joie, la boule d'humour qui est complètement folle et je l'adore parce que ça apporte tellement quelque chose de poignant. Je l'ai dévoré lui aussi, vraiment. C'était vraiment super, super, super bien. Le premier tome ne m'avait pas tant convaincu que ça, mais maintenant que je connais un petit peu les tenants aboutissants de leur caractère un peu mieux, de leur lien qu'il y a entre eux et tout, je me dis c'est une série aussi, ça que je pourrais lire très très facilement, un petit peu comme à la Stranger Things, vous savez, les premières saisons, ils commencent à se découvrir et tout ça, et puis après, une fois qu'on a commencé à les découvrir, eh ben, on est devenu vite accro à cette bande d'ados, et là, c'est le cas. Surtout pour ce personnage de Gustave qui me fait vraiment beaucoup, beaucoup rire. Ensuite, j'ai voulu lire Orgueil et Préjugés en BD. Je m'étais dit c'est peut-être la meilleure façon pour moi de découvrir ce classique de la littérature, parce que je n'irais pas vers les romans. Je me suis dit bon, en BD ça serait plutôt pas mal, mais malheureusement la BD ne m'a pas du tout convaincue, et puis apparemment sur Babelio il y a énormément de critiques qui disent que cette BD ne rend pas du tout honneur à l'œuvre originale. Donc voilà, je l'ai abandonné parce que vraiment ça me plaisait pas du tout, c'était juste des histoires en fait de mariage arrangé, et puis la course à qui allait se marier en première, ça me plaisait pas du tout, j'ai pas été touchée, j'ai été touchée par rien. Donc c'est dommage, je sais qu'il y a d'autres BD, Orgueil et Préjugés, peut-être que ça sera mieux, mais là du coup celle-ci, ça l'a vraiment pas fait. Il y a un autre livre pour lequel ça ne l'a pas fait non plus, c'est Les Ailes Dorées. J'avais mis beaucoup d'espoir dans cette lecture, vraiment j'y étais allée avec un énorme... vraiment j'étais allée peinarde quoi, je me dis c'est écrit à la première personne, c'est de la fantaisie, il y a de la magie, des histoires d'amour, etc. Et puis au final, je me suis vraiment ennuyée, et surtout il y avait des scènes de smut qui ne servaient strictement à rien. Ça avait été mis dans un contexte bien particulier, mais qui lui aussi tombait du ciel, d'on ne sait où. Pourtant c'était bien parti, hein, mais là pour l'instant, pour le coup, j'avais feuilleté le bouquin pour être sûre que ça allait me plaire. Vous savez, sur Fnac ou Amazon ou Cultura, vous pouvez feuilleter. J'ai feuilleté avant de l'acheter pour éviter de perdre des sous, et ben au final j'en ai perdu quand même, parce que les premières pages étaient sympas, j'étais tombée sous le charme deux jeunes filles qui travaillent dans une bibliothèque privée, il se passe des choses, etc. Je dis waouh, trop bien. Et puis au final, la fantaisie arrive bien trop vite. Le smut arrive au bout de la 60 pages. Après, ça dure pendant 20 pages, 10 pages. Ça sert à rien, il n'y a aucune profondeur, il n'y a rien du tout. Ça parle crûment, c'est moche. Enfin bon, voilà, ça m'a vraiment pas du tout plu. Donc voilà, un peu énervé quand même, parce que 22€. Hein. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a profondément touchée, qui est L'Odyssée d'Ukiak, qui est un livre que j'ai reçu du coup dans la masse critique Babelio. Donc merci à l'éditrice qui me l'a directement envoyé. Donc c'est les éditions Zétoulu. Donc c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce que c'est une maison d'édition qui vise à rendre plus accessible la lecture, quels que soient les troubles qu'on puisse rencontrer. Et donc là, dans cette histoire, on va suivre Ukiak, qui est un malamute d'Alaska, qui est habitué à faire des voyages en traîneau. Et puis, il va être emmené en Suisse pendant la Première Guerre mondiale, en 14-18. Donc,
Ça va être un roman qui est assez court, mais pour nos jeunes, c'est vraiment super parce que ça permet de découvrir une période de notre histoire très compliquée dans les yeux d'un animal, chose qui n'a jamais été fait, je crois. Et donc voilà, il y a vraiment tout un voyage qu'on va suivre. On va être avec lui durant tous les moments de ce voyage. On va voir ce qu'il attend là-bas en France et en Suisse. Il va traverser l'Alaska, il va traverser le Québec, le Canada. Et puis ensuite, il va traverser eh bien, la France. Voilà, donc c'est vraiment très très... Non, c'est pas en Suisse, c'est dans les Vosges, pardon. C'est dans les Vosges. Là, je voyais plus bas, mais non, c'est les Vosges, c'était là-haut. Donc, c'était vraiment super intéressant. Et puis, en fait, ce sont des chiens de traîneau, donc plus de 350 chiens qui ont été déportés d'Alaska pour venir chez nous, pour en fait créer des attelages et réapprovisionner tous les camps qui étaient dans les hauteurs des Vosges, en pleine neige. Comme par exemple dans les maquis dans le sud, où aussi ils étaient cachés dans les Alpes et ils se déplaçaient en ski. Là, dans les Vosges, ils ont carrément mis en place des chiens de traîneau pour pouvoir apporter les armes ou les choses comme ça en haut dans les camps de faire des soldats, quoi. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant. C'est une façon de voir les choses que je n'avais jamais vue. Je n'étais même pas au courant que des chiens avaient été déportés dans cette région à ce moment-là. Donc je suis ressortie beaucoup moins bête de cette lecture et je trouve que c'est une magnifique manière de rendre hommage à ces animaux et à ces chiens qui nous ont servi. Ensuite, dernière lecture, celle que je viens de terminer aujourd'hui, je l'ai terminée à 5h en sortant du boulot. Il s'agit de Sur la peau des sorcières, donc le premier tome de Moon and Shadow, chez Corrigan de Miranda Lynn. Alors c'est un magnifique bouquin, mais malheureusement je ne suis pas tout à fait convaincue. Le plot le résumé était vraiment super intéressant. Je trouve que c'est plutôt bien écrit, même si parfois il y a quelques longueurs un petit peu inintéressantes. Et c'est vrai que je me suis attendue à la plupart de tout ce qui s'était passé en fait. Donc c'est vrai que j'ai pas été surprise, il n'y avait pas vraiment de rebondissement particulier. J'ai été quand même bien entraînée jusqu'aux 300 pages, je les ai mangées relativement vite. Mais après c'est vrai que de la 300e à la 400e, j'ai vraiment peiné un petit peu. Jusqu'à la toute fin des 470 pages, ça allait un petit peu mieux. Mais pendant 100 pages, pareil, il y a eu un petit ralentissement. Il y a une petite scène de smut, donc attention, au moins de 18 ans, qui est quand même bien explicite. Toutefois, elle arrive à point nommé. Je pense que c'est quelque chose qui était dans la ligne des choses, donc j'ai pas été dérangée par ça. Seulement voilà, il y avait il y avait beaucoup de prévisions, c'était très prévisible. Et puis voilà, quelques longueurs, des erreurs de rythme. Mais sinon, en soi, je l'ai trouvé très original, j'ai bien aimé. J'ai quand même bien envie de lire le tome 2, mais j'espère qu'il ne sera pas aussi long, parce que du coup, ça risque d'être très très dur de me remettre dans ce tome 2 si je suis confrontée à ce même genre de problème de rythme. Mais je suis quand même bien partante pour la suite, parce que tout compte fait, on s'est quand même un petit peu attaché à ces personnages, parce que là encore j'ai pas été non plus hyper emportée par ces derniers, mais voilà, c'était quand même bien sympa. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré qu'il soit dispo en brochet, parce que c'était quand même 27€, et 27€ pour ça je les aurais pas mis franchement, mais malheureusement il n'était pas dispo en brochet. On nous a pas laissé le choix que d'acheter en relié, donc je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que voilà, je mettais 27€ dans un relié, je me dis ce serait bien que ce soit un coup de cœur, que je sois vraiment que je rentabilise quoi, et là pour le coup c'est pas vraiment ça. Donc je suis un peu déçue et quand même curieuse. Donc c'est mitigé comme en fait si vous regardez les critiques, il y a beaucoup de mitigés aussi mais bon. Voilà, en tout cas, à voir la suite, quand est-ce qu'elle sortira, dans quelle disposition je serai lorsqu'il sortira. Là pour l'instant, c'est mitigé. Voilà, nous verrons bien. Je pense que ça sortira peut-être l'année prochaine. On verra bien.
En tout cas, voilà, j'espère que cette update lecture vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end.